bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Très bien. Je vous propose de commencer. Je me présente, je suis Maxime Sauvage, le premier adjoint au maire du 20e arrondissement. Monsieur le maire nous rejoint dans quelques minutes et donc il m'a chargé d'ouvrir avec ma collègue Claire Beaufort Espéro et en présence aussi d'Abidou Samaké et de Karine Econ, ce colloque. Vous savez, ce colloque s'inscrit dans un programme lié aux commémorations des 80 ans d'exécution des résistantes et résistants FTP-MOI du groupe Manouchian. Et nous sommes aussi quelques jours après l'entrée en Panthéon de Missak et Méliné Manouchian. Et ce colloque a été organisé à l'initiative de l'association La Fiche Verte Manouchian qui fait un travail dans notre arrondissement formidable. Et donc je tenais vraiment à les remercier très chaleureusement. Et d'ailleurs je pense qu'on peut les applaudir pour leur travail. Merci pour eux et ma collègue Claire Beaufort Espéro va vous donner le programme du colloque juste après moi. Mais peut-être un petit mot aussi pour dire que quand on est élu d'arrondissement, comme nous le sommes, on l'a choisi et au fond en quelque sorte vous nous avez choisi aussi, notre quotidien est parfois un peu ingrat. Il est un peu ingrat parce que les événements s'enchaînent, des réunions parfois difficiles se tiennent, on est responsable de tout alors que comme mairie d'arrondissement on n'est pas forcément compétent sur tout. Mais en tout cas, ce qui nous donne l'envie de continuer, à la force de continuer, c'est qu'on essaie de faire ça dans l'intérêt général, ou en tout cas dans ce qu'on considère être l'intérêt général. Et puis, il y a parfois aussi, dans l'agenda, ce que j'appellerais des moments de grâce. Et clairement, je vous le dis pour le passionné de politique et de foot que je suis, l'ouverture de ce colloque est pour moi un moment de grâce. Et c'est vraiment un très grand honneur que d'être avec vous aujourd'hui, et notamment pour parler de deux personnalités exceptionnelles, Rino Della Negra et également Socrates, qui sont des personnages qui méritent d'être connus et c'est vraiment hyper important, je trouve, d'avoir ce temps, en plus avec des intervenants de très grande qualité pour revenir sur ce qu'ils ont fait et pour parler de foot et de résistance. Rino Della Negra, et ce sera dit après moi bien mieux que moi, mais c'est ce Français d'origine italienne qui avait grandi dans un milieu ouvrier, qui s'est engagé dans la résistance après avoir refusé l'STO, qui a mené des actions de résistance et qui avait intégré les FTP-MOI avec le groupe Manouchian et qui en parallèle menait une carrière de footballeur qui était extrêmement prometteuse et qui au pic de ses actions de résistance s'était engagé au Red Star et sans doute aurait marqué l'histoire du club par ses buts, ses passes et la manière de jouer, et qui a pu être avec le temps qui passe oublié et vraiment aussi se féliciter du travail mémoriel et de mémoire réalisée par les supporters du Red Star, qui n'est pas n'importe quel club en France, et je le dis parce qu'en plus je ne suis pas un supporter du Red Star, mais je suis plutôt un supporter de la JOCR où j'ai appris à jouer au foot. Mais c'est très bien, supporter auxerrois, mais qui a une place particulièrement singulière dans notre histoire, le Red Star, qui est un club de foot populaire, avec voilà, aussi une tradition politique extrêmement forte dans ses tribunes et qui assez unique en France et qu'on pourrait relier, alors même si c'est un peu différent, mais à d'autres clubs en Europe que vous connaissez peut-être comme le Celtic Glasgow ou San Paoli aussi, qui a une identité politique extrêmement forte. Et puis il y a évidemment Socrates. Alors déjà, Socrates c'était pas un surnom, c'était son prénom. Donc on peut dire que quand on arrive dans la vie avec un prénom comme ça, il faut être à la hauteur du patronyme, qui aura eu le mérite d'avoir mené jusqu'à son terme des études de médecine et qui surtout a été un très grand joueur de football. Et c'est d'abord au joueur de football dont j'aimerais me rappeler, ce joueur de football qui aura disputé 2 Coupes du Monde comme capitaine de la Seleção, une Coupe du Monde qui s'est arrêtée sur un grand match face à l'Italie. J'en parle, pourquoi? Parce que le 23 juin prochain, au Stade de Lumière, nous rejouerons d'une certaine manière l'Italie-Brésil de 1982 avec ce score de 3-2, mené notamment par la MP2A dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Et vraiment, ce sera un moment fabuleux. Et il faut voir peut-être ce colloque d'aujourd'hui comme une introduction à cette Italie-Brésil du 23 juin prochain. Et puis, pour tous les amateurs de foot et de Luis Fernandez, il y a aussi ce quart de finale perdu contre la France, terrible pour la belle équipe menée par Télé Santana. Et Socrates, au-delà d'être un grand joueur de foot, c'était aussi voilà, ce militant politique,
Ce résistant qui a fait partie des personnes à l'initiative de la démocratie corinthienne se sera dit formidable mouvement d'autogestion avec le vote au cœur du club qui aura même permis de faire venir Zemaria, le grand entraîneur, sur place, et qui va cet engagement politique va être corrélé avec aussi le retour au plus haut niveau du club, ce qui montre parfois que l'engagement politique va de pair avec les résultats sportifs. Bref, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, Rino Della Negra, Socrates, c'était le courage, le panache et l'audace. Donc c'est vraiment très très important qu'on puisse s'attarder sur leur parcours, leur réalisation aujourd'hui. Et encore un grand merci pour tous les organisateurs et pour ce très bel événement. Claire, je t'en prie, je te laisse la parole. Donc je vais être courte, Maxime, a dit l'essentiel. Je me présente, donc moi je m'appelle Claire Roffo-Espero, donc je suis élue au patrimoine et au tourisme. Et cette année pour nous, la panthéonisation du groupe Manouchian a été très importante et donc a amené ce thème résistance et football avec, la présence de Dino Della Negra dans le groupe Manouchian. Moi, c'est surtout remercier que je souhaiterais faire. Déjà, remercier vous dans cette salle pour être venus et nous laissant à penser que ces conférences mêlant histoire et débat, échange sont les bienvenus. Donc, merci beaucoup d'être venus à cette conférence. Je voudrais remercier l'Affiche Verte pour le travail absolument fantastique qu'ils ont fait. Et chez nous, je voulais remercier donc Thérèse, Gabrielle et Carole pour les points d'organisation qui ont vraiment été menés à bien, parce que c'est important. Et je voulais remercier avant toute chose, les intervenants qui sont là, donc, et qui vont nous éclairer sur la vie de ces deux footballeurs. Les historiens, M. Vigreux et M. Manessi, M. Gamère et Mme Gamère et M. Ducassou du Red Star, Shérif Guémour, c'est bon, qui vont nous raconter l'histoire de ces deux footballeurs et leur engagement. Dino Della Negra, donc jeune footballeur italien, ayant fui le fascisme et ayant rejoint le groupe Manouchian dans la résistance et qui a laissé comme les autres sa vie. Et Socrates, footballeur brésilien qui... Non, excusez-moi. Et Socrates, footballeur brésilien, très engagé sous la dictature des militaires au Brésil, qui a été terrible. Et j'espère qu'on va en savoir plus sur la démocratie corinthienne. On va nous l'expliquer. En tout cas, merci à vous tous d'être venus et de faire cette conférence avec nous. Bonjour, je suis Patrice de l'association L'Affiche Verte Manouchian. Je suis un des fondateurs et un des idéateurs de cette petite association de quartier. On est dans la rue du groupe Manouchian, en fait, vers Saint-Fargeau, vous connaissez peut-être, qui est une rue qui a une histoire particulière, puisque c'est la première rue qui a été créée en hommage au groupe Manouchian en 1955 en France. Et c'est dans cette petite rue pas très connue que Aragon a écrit un poème qui va devenir la chanson L'Affiche Rouge, qui a été chantée par Léo Ferré et puis par beaucoup d'autres derrière. Donc nous, on s'est constitué autour de ça il y a 3 ans et on a mis en place, je vous invite à venir vous promener dans cette petite rue, un parcours un peu original avec des grandes jardinières, il y en a 23, et sur chacune des jardinières, on a créé une plaque biographique avec la dernière lettre de chacun de ces résistants pour qu'on puisse aussi ne pas oublier le parcours de chacun, parce qu'on connaît beaucoup Manouchian et Méliné, parce qu'ils sont entrés au Panthéon, mais avec eux, il y avait des hommes et des femmes, avec tous une histoire assez incroyable, dont Rino, dont on va parler un peu plus aujourd'hui, qui est assez emblématique. Mais voilà, donc on a créé ce parcours. Vous pouvez aussi le compléter par un audio guide. En fait, il y a
QR codes, et puis avec un smartphone, on a fait des audios intéressants. Donc ça peut être une visite voilà, sympa pour vous, avec des fresques. Voilà, on vous propose tout ça, et puis on l'a résumé dans un petit bouquin qu'on vient de sortir. Si vous voulez nous soutenir, il coûte 5 €. Je fais un petit peu de pub, c'est le prix coûtant. Vous pouvez l'acheter à la fin au stand au moment du cocktail qu'on vous offrira à la fin. Alors je voulais remercier quand même, évidemment la mairie pour son soutien, pour tout ce qui a été fait, la mise à disposition de la salle. Émile Pliès qui va venir, Maxime Sauvage, Claire Beaufort, puis toutes les équipes municipales qui ont aidé. Merci à eux, et puis aussi tous les bénévoles de l'association qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser tout ça. Donc ce colloque, pourquoi je ne le dis pas parce que les collègues avant vous l'ont dit, vous l'ont bien dit. Vous comprenez la logique avec la rue et ce qu'on fait autour de la rue. Voilà, à la fin donc, juste du colloque, je ne serai pas plus long, vous pourrez donc retrouver les ouvrages notamment, pour ceux qui s'intéressent, l'excellent ouvrage de Dimitri et de Jean sur Rino Della Negra, qui est vraiment le bouquin sur Rino. Donc voilà, vous pourrez vous en procurer, puis il y en a quelques autres. Puis si on n'a pas assez, vous avez dans les librairies du quartier qui sont très bien et qui ont tous ces livres. Juste un mot pour dire que Rai n'est pas physiquement présent, vous l'avez indiqué par mail, puisqu'il a un souci de famille au Brésil. Mais heureusement, on a enregistré, vous verrez une interview de lui qui est très intéressante, où il dit en vidéo, du coup, ce qu'il aurait dit ici devant vous. Voilà, on avait espéré se connecter avec lui, ça va peut-être être complexe, mais on va voir, pour qu'il dise quelques mots depuis le Brésil. Si jamais on y arrive, on le fera, si on n'y arrive pas. Hélas, on ne pourra pas le diffuser à ce niveau-là, mais vous verrez que voilà, tout y est entre guillemets. Et tout ça sera en ligne sur notre chaîne YouTube après le colloque. Donc si vous voulez revisionner ou si vous avez des amis qui s'intéressent, vous pourrez évidemment leur indiquer que c'est écoutable. Grand merci à tous déjà d'être là, et puis je vous souhaite un bon après-midi. Et puis je laisse la parole à Chérif qui va présenter peut-être l'ensemble de la table. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Un grand merci d'être venus aussi nombreux pour cet événement. Alors, on va remercier encore une fois de plus l'association de la fiche verte rouge, qui sont à l'initiative à la fois de l'inauguration de cette rue qu'on va végétaliser. Alors, ils ont eu l'idée de coupler cet événement avec la commémoration, panthéonisation du groupe Manouchian. Et à cette occasion, donc, cette association a développé une thématique autour de footballeurs et résistance, qu'on a divisé en deux parties. Alors la première partie, elle est réservée, je dirais, à Rino Della Negra, dont on va parler dans cette première partie. La deuxième partie, au footballeur brésilien Socrates. Donc on va commencer avec nos intervenants, Dimitri, Jean et Paul. Paul qui est responsable de la communication Red Star. Et nos deux amis Dimitri et Jean, historiens, on peut dire. Alors, je ne sais pas si vous avez un micro, si vous pouvez prendre un micro. Alors Jean, Dimitri, on aimerait commencer par savoir le parcours familial de Rino. Ouais. D'où il vient, qui a les origines italiennes. Ouais, d'abord merci à la Fiche Verte, merci à la mairie du 20e, merci à toi pour l'animation de cette journée. On est très content d'être ici et de passer ce samedi avec vous, malgré un lendemain de match un peu compliqué pour ceux qui suivent le Red Star. Mais Rino, c'est un parcours qui est celui de centaines de milliers de petits Français d'origine italienne, parce que son père, il est du Frioul, et il est briquetier. Et il fait partie de cette vague d'immigration appelée par la France au lendemain de la Première Guerre mondiale pour reconstruire tout le nord-est du pays qui a été ravagé par la guerre et par les combats et les bombardements. Et le père, il est briquetier, donc de chantier en chantier, il se déplace. Son premier fils, Rino, naît à Vigny, dans le Pas-de-Calais.
Et puis finalement, la famille, en 1926, Rino a 3 ans, va se fixer à Argenteuil, en banlieue parisienne. Et à Argenteuil, pas n'importe où, dans une ville donc de la banlieue parisienne qui abrite en son sein une forte communauté italienne. Et donc c'est là que le père, la mère Anna et puis bientôt le petit frère de Rino vont vivre et passer les premières années de cette existence dans un contexte très particulier. Je ne sais pas si je peux déjà enchaîner sur la présentation de... Voilà. En fait, Rino, il grandit, il se forme et il se forge une conscience, y compris politique, pas n'importe où et pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'Argenteuil, c'est une ville de la banlieue rouge qui, dès 1932, a élu un député communiste, Gabriel Péry. En 1935, un maire communiste, Victor Dupuy, donc participe pleinement de cette dynamique de la banlieue rouge qui se dote de ce qu'on appelait des municipalités ouvrières, c'est-à-dire socialistes ou communistes. Et donc c'est dans cet environnement auquel il faut rajouter 2 choses. Au niveau global, le contexte de Front populaire, cette unité antifasciste qui se forge progressivement entre les forces de gauche, syndicales, politiques, associatives, pour faire front commun contre le danger fasciste. Et puis au niveau local, c'est le contexte de l'immigration antifasciste italienne. Parce que si dans la famille de Rino, on n'est pas spécialement politisé, et ben dans les connaissances de Rino, dans ceux qui vont être son tout premier cercle d'amis très proches, et ben ce sont des rouges. C'est des gens qui sont proches du Parti communiste italien en exil. Ce sont des gens comme Inès Sacchetti, dont le père a été blessé par balle par les chemises noires en Italie. C'est un clan, j'allais dire, parce que c'est une famille très nombreuse, les Simonazzi, qui sont des rouges, dont un des fils part en 1938 dans les brigades internationales en Espagne. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, mais il faut vraiment avoir en tête, quand on se penche sur le destin de ce jeune ouvrier, footballeur puis résistant, Alors, ouvrier, voilà. c'était quoi son métier? Je vais laisser la parole à mon complice, pas la monopoliser. Il n'y a pas de souci, de toute façon tu le dis aussi bien, donc il n'y a pas de problème. D'abord merci encore pour cette invitation. Alors son métier c'est quoi? Comme tous les gens du peuple à l'époque, on ne faisait pas d'études plus importantes, c'est-à-dire on était primaire. On laissait le peuple simplement dans les logiques de l'éducation primaire, donc sortie de l'école primaire, certificat d'études primaires, c'est tout. Il n'y avait pas de démocratisation comme on connaît aujourd'hui. Et bien, il est ouvrier métallurgiste. Sa maman le fait rentrer chez Chausson, il fabriquait des moteurs pour les bus, etc. Enfin, c'est un peu ça son histoire. Et en même temps, parce qu'il n'y a pas que ça dans l'histoire de Rino, c'est le football. Parce que dès le début, dès tout jeune, il tape dans la balle, et il tape dans la balle dans plein d'endroits. À Argenteuil, bien sûr, et au club, puisque Dimitri l'a dit, lié à cet élan du Front populaire et à cette éducation populaire, il est au club FSGT, Fédération sportive et génie du travail, qui se réunifie au moment du Front populaire. C'est le club Jean Jaurès d'Argenteuil, qui plus tard prendront le nom de Jeunesse sportive d'Argenteuil, mais ça c'est un petit peu plus tard. Et il joue là, et c'est un club aussi omnisport. Il ne faut pas voir simplement Rino que comme footballeur. Il fait de l'athlétisme, 11 secondes au 100 mètres. Ouais, qu'il était là. Voilà, 11 secondes au 100 mètres. Je défie quiconque, autour de, même dans l'Assemblée, de faire ça. Et puis, au-delà de l'athlétisme, on le voit jouer, faisant du basket, jouer aussi de combat, la boxe. Il y a toute une vision omnisport qu'il faut avoir par ces clubs FSGT, qui étaient non seulement une logique, bien sûr, de s'épanouir par le sport, de s'émanciper par le sport, mais d'avoir une culture physique globale. Donc c'est un peu ça le milieu dans lequel il grandit, tout en étant aussi dans les autres clubs. Ça, c'est ce qui nous a un peu surpris quand on a travaillé avec Dimitri. Souvent, on dit, on a une licence FSGT. Non, il avait une licence aussi au club Corpo. Corpo, c'est-à-dire celui des usines Chausson. Et sans doute que la photo que vous avez là, qui est présente ici, c'est sans doute celle du club Chausson, et plus que de la JSA, parce qu'il n'y a pas les cuissons et il n'y a pas forcément non plus les mêmes joueurs qui sont présents.
Donc voilà, une jeunesse qui commence par le football et qui continue par le football, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, figure de Red Star en 1943. On va préciser quand même qu'il était attaquant et qu'il avait une bonne petite réputation dans toute l'île de France. Parce que tout se sait, finalement. Oui, c'est un ailier droit, enfin on dit un piston aujourd'hui, je crois. Voilà, donc un piston, un ailier droit très rapide. En fait, on a réussi à retrouver sa trace dans la presse sportive de l'époque, et c'est ce qui nous donne beaucoup d'indications, en plus des témoignages de ses anciens coéquipiers. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un joueur très rapide, un joueur, un bon dribbleur aussi apparemment, et qui vraiment fait le bonheur des clubs dans lesquels il passe successivement, parce que Jean a évoqué effectivement ces différents clubs, c'est pas toujours évident de reconstituer le parcours d'un footballeur dans cette banlieue parisienne des années 30, parce que les adhésions peuvent être multiples, et les clubs soit n'existent plus, soit ont changé de nom depuis, et donc parfois c'est un petit peu délicat de se lancer dans ce travail de recherche. Mais on a la première licence qu'on a retrouvée, c'est dès l'âge de 14 ans au Football Club Argenteuil, puis effectivement plus tard à la JSA, plus tard à l'USAT. En parallèle, Jean l'a dit, le sport corpo, lié au patronat d'entreprise qui crée ses propres équipes d'usine et qui a un championnat à part. Et puis effectivement, je perds le fil, du coup, oui, voilà, un ailier droit de grande classe, pour reprendre les mots de la presse sportive de l'époque, et qui va effectivement, et là peut-être que ça nous amène vers d'autres horizons, qui va connaître son ultime club au Red Star, à Saint-Ouen, dans le stade de Paris, qui ne s'appelle bien évidemment pas encore le stade du docteur Bauer, puisque Bauer était un médecin communiste fusillé en 1942. Et par conséquent, c'est le Red Star qui sera son ultime club, et il est recruté à l'été 1943 dans ce club qui est un des clubs les plus prestigieux de la banlieue parisienne et de la région parisienne de l'époque. Alors on va revenir sur le contexte de guerre et d'occupation. À partir de 1940, alors déjà on va rappeler l'âge aussi de Reynaud, qui est très jeune, et surtout comment était organisé un peu le football, les clubs, parce qu'il y a eu pas mal de réformes sous le régime de Vichy, au niveau des championnats, comment ils étaient structurés, et le parcours en gros de Reynaud à partir de l'occupation. Alors en 1940, Reynaud il a 17 ans. Très jeune. C'est très jeune, il ne faut jamais perdre de vue cet aspect-là. Et qu'on est majeur à 21 ans. Et qu'on est majeur à 21 ans. Et d'ailleurs, il est fusillé avant d'être majeur. Il ne faut jamais perdre de vue ça. Il est fusillé dans sa 21e année, et donc il n'est pas majeur quand il est fusillé. Donc ça, c'est à prendre en considération, c'est quelqu'un de très jeune. Alors bon, 17 ans, il continue d'être ouvrier. Il n'y a pas de souci, c'est ce qui se passe sur la période. Et puis dans les clubs, eh bien, les clubs FSGT sont repris en main par le gouvernement de Vichy, parce que, bien sûr, on met en place la politique de Vichy, de la Révolution nationale et de l'exclusion. Et donc, sur l'exclusion, eh bien, on va virer de la FSGT, parce que pendant un temps, la FSGT s'est reconstituée. Il n'y a pas eu de dissolution de la FSGT comme les autres organisations proches du mouvement ouvrier ou du monde communiste, puisque c'était du sport, donc voilà, on a laissé ça en place dans un premier temps. Mais la FSGT permettait d'avoir des réunions clandestines et des réunions politiques clandestines des débuts des noyaux de résistance. C'est-à-dire que la JC, la jeunesse communiste, se réunissait au sein de la FSGT, et on prétextait d'une réunion FSGT pour se réunir. Mais quand même, voyant ça, au lieu d'avoir la dissolution de toutes les organisations communistes à la suite du pacte germano-soviétique, et puis d'autres enjeux sur lesquels on pourrait revenir par rapport au gouvernement de Vichy, eh bien, la FSGT, on vire tous ceux qui étaient, comment dirais-je, les plus rouges, et on prend que des gens qui sont vichisto-compatibles, ça peut dire comme ça. C'est-à-dire que la FSGT, on va lui mettre une vision de rénovation autour de la Révolution nationale à partir d'un sport particulier. Mais Reynaud, il continue de jouer. Et le club dans lequel il joue, la JSA, remporte en 1941 la Coupe du
matin, puisque c'est le matin qui organisait ces coupes, et en 1941, il devient véritablement un des ailiers droits les plus remarqués, puisque c'est à peu près 3 buts par match, on a oublié de le dire tout à l'heure, énormément de passes décisives, comme on dirait aujourd'hui. Donc on est au cœur d'un jeune qui, par le football, s'épanouit totalement, mais qui reste aussi très proche de ses amis qui sont partis avant dans les brigades internationales, dans ce milieu antifasciste présent à Argenteuil. Donc voilà, c'est ça, c'est sa vie pendant la période de guerre. Et juste pour compléter, il y a un élément important qui explique aussi le contexte dans lequel va évoluer Rino, c'est les attaques de Vichy contre le sport professionnel. Parce que Vichy met en place tout un tas de réformes dans le monde du sport, on ne va pas vous faire une conférence là-dessus aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vichy déteste le football et surtout déteste le sport professionnel. Parce que Vichy veut revenir à un esprit aristocratique du sport. Le sport amateur, et qui par son statut amateur serait réservé à une élite sociale et économique qui a le temps pour cela. Un peu ce qu'on a pu observer dans la naissance du sport moderne en Angleterre, par exemple. Mais donc vraiment l'idée d'un retour avec tout ce vieux fond d'ancien régime réactionnaire qui habite Vichy. Avec la refonte des championnats par régime. Avec la refonte des championnats par des... En fait, toute l'élite du football professionnel est démantelée et les équipes sont réorganisées par équipes de province. Voilà. Et donc vous avez 2 équipes pour la région parisienne, vous avez l'équipe Aquitaine par exemple pour Toulouse, etc. Donc le Bordeaux et le Red Star fait les frais de cette politique, c'est-à-dire que c'est une grande équipe professionnelle prestigieuse. Alors on va rappeler l'historique un peu, Oui, bah, on en est à 5 Coupes de France gagnées, dont la dernière en 1942, face à 7, si mes souvenirs sont bons, et qui est une équipe qui est vraiment à son firmament, j'allais dire, avec des grands noms, avec Fred Aston, avec d'autres. Et cette équipe-là se retrouve démantelée, en tout cas rétrogradée à son statut de club amateur. Donc ils parviennent à se maintenir en tant que Red Star, mais un Red Star amputé des moyens qui avaient fait sa renommée et sa gloire. Pour autant, dans l'équipe amateur, vous retrouvez des tas d'anciens noms de l'équipe professionnelle, et le premier d'entre eux, leur capitaine, Léon Funkinos, était un joueur de l'équipe professionnelle. Mais c'est dans ce contexte précis que va être recruté Rino Della Negra, c'est-à-dire certes au Red Star, certes dans une équipe très prestigieuse, dans une équipe qui tente de se maintenir vaille que vaille dans les méandres de la vie sous l'occupation, mais une équipe qui officiellement est une équipe d'amateurs. Voilà pour un tout petit aperçu de la politique du sport sous Vichy, menée par 2 ministres, un tennisman et un rugbyman. Coïncidence, je pose la question. Non, moi je ne reviens pas sur le tennisman et le rugbyman, je viens sur leur culture politique. Ils viennent d'une droite nationaliste et d'une droite extrême, xénophobe, antisémite, et qui est vraiment dans l'idéologie de Vichy. Après, qui viennent de ces sports, il y a eu des résistants du rugby, il y a eu des résistants aussi dans le tennis, donc il ne faut pas généraliser. Mais bon, c'est un petit jeu qu'on a entre tous les deux. En revanche, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que tout ça, il le fait tout en travaillant, en continuant de travailler, et au moment quand même où en 1943 se met en place quelque chose de fondamental qui change la vie de tous les jeunes Français, la mise en œuvre du service du travail obligatoire en février 1943. Pourquoi l'Allemagne organise ça? Tout simplement, l'économie allemande, la société allemande est mobilisée dans une guerre totale qui se joue sur le front de l'Est. Tous les hommes jeunes combattent sur le front de l'Est et ils ont besoin d'une main-d'œuvre pour assurer non seulement la nourriture du pays, donc on a beaucoup de gens qui vont travailler au STO dans des fermes, mais aussi dans les usines, dans toute la logique de l'appareil productif nazi. Donc on va mettre en place le STO en février 1943. Et c'est à ce moment-là que la vie de Rino bascule, puisqu'il refuse de partir au STO. Alors,
On va parler de son entrée dans la clandestinité, dans la résistance. Comment ça s'est opéré? Quel groupe a-t-il rejoint? Alors, la vie de Rino, c'est ça qu'il faut dire, c'est février 43, la bascule, le refus de partir en Allemagne. Donc, comment il fait? Il devient clandestin, il quitte Argenteuil, il quitte chez ses parents parce qu'il ne veut pas, embêter sa famille, et il vient vivre dans le 12e arrondissement, impasse du Génie, c'est ça, c'est l'impasse, ou rue du Génie, bon, peu importe, c'est une petite ruelle dans laquelle il va vivre en 1943. Il devient clandestin, de fait, et avec des faux papiers, Châtel, mais il continue de jouer au foot, avec sa vraie identité. Et c'est là le grand paradoxe qu'on a eu tous les deux quand on s'est mis à travailler sur cette biographie, c'est-à-dire qu'on avait notre chronologie de football, puis on avait notre chronologie de résistant. Elle coïncidait. Normalement, la résistance se faisait dans la clandestinité totale. Et on y revient dans un instant, on expliquera ce qui est génial dans ce qu'il a fait. Et en étant réfractaire, il rencontre la résistance d'Argenteuil. Et dans un premier temps, il s'engage au sein des francs-tireurs et partisans français d'Argenteuil, qui sont, eux, dirigés par des Italiens. Et le chef italien de ce groupe, en juin 1943, il est envoyé en Italie, parce que l'Italie, il y a eu les enjeux déjà de combat, de débarquement et tous les enjeux politiques pour construire le pays sur l'avenir. Donc il est un peu orphelin de ces FTP d'Argenteuil, et il rejoint par les Italiens, dans le 3e détachement italien des FTP et MOI. On dit du groupe Manouchian, mais il n'a pas existé, hein, le groupe Manouchian, c'est une invention des Allemands et de la propagande allemande. C'est les FTP et MOI qui avaient différents détachements. On peut expliciter FTP Ouais. et MOI? Alors FTP et MOI, c'est francs-tireurs et partisans français, mais main-d'œuvre immigrée, là, cette fois-ci, parce que la MOI, c'était l'organisation que le PC et la CGTU avaient mis en place avant-guerre, dans les années 20, d'abord MOE, 1932, ça devient MOI, simplement la logique d'intégrer dans le mouvement ouvrier les étrangers, alors avec des groupes de langue. Alors c'est pour ça que vous avez un détachement italien, parce que c'est groupes de langue italienne. Vous avez un groupe yiddishophone, donc des juifs qui venaient d'Europe centrale et orientale. Vous aviez différents groupes de langue qui étaient constitués, qui se sont reconstitués clandestinement au début de la guerre. Donc c'est par ce biais, par Argenteuil et par les Italiens d'Argenteuil, qui va rejoindre le 3e détachement italien. Et ce 3e détachement italien, donc là on est au printemps 1943 et début de l'été, eh bien on a retrouvé donc son matricule, le 10 293, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils avaient tous un matricule. Il avait un pseudonyme, c'était Robin, et quand on dépouille les archives des FTP et MOI, on voit toutes les actions qu'il a faites. Et jusqu'à l'heure, on nous disait qu'il avait participé à 2-3 actions, voire 5 actions. Dans le dépouillement qu'on a fait, on est entre 15 et 20 actions entre mai 1943 et novembre 1943, au moment où il tombe. On peut citer quelques actions notables? Quelques actions notables, mais vas-y. Non, c'est des actions qui ciblent essentiellement les troupes d'occupation allemandes. Parfois aussi les collaborateurs français ou étrangers, notamment collaborateurs italiens, présents sur le sol français. Rino aurait d'ailleurs participé à l'exécution d'un collaborateur italien à Argenteuil. Mais une des actions que je trouve assez symbolique, parce qu'elle l'est, c'est l'attaque menée par le 3e détachement italien, dont Rino Della Negra, du siège du parti fasciste italien à Paris, en France, rue Sédillot. Et on peut imaginer en fait l'état d'esprit de ces jeunes femmes et hommes qui s'en prennent, donc d'origine italienne ou italiens eux-mêmes, et qui s'en prennent à un symbole du fascisme italien sur le sol français. Pour eux, c'est vraiment un sentiment de revanche, sentiment de rendre les coups. Nous nous sommes battus en Italie contre le fascisme, nos amis se sont battus contre le fascisme en Espagne. Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous battre contre le fascisme et quelque part de venger nos pères sur le sol français. Et donc cette action, elle est d'aucune importance sur un plan militaire, mais sur un plan politique,
symbolique, elle compte beaucoup. Et ça, je fais juste une petite parenthèse, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand on se penche sur les actions des résistants, c'est de bien penser la résistance comme une guérilla, c'est-à-dire comme une lutte politico-militaire. Il n'y a pas que le militaire qui compte. Les actions militaires qui sont menées par la résistance, elles sont menées parce qu'elles s'inscrivent dans une stratégie politique globale et une stratégie aussi symbolique, parce que la politique c'est aussi du symbolique. Donc voilà, et puis sinon ce sont des actions sans prendre à des soldats allemands, soit isolés, soit en groupe. En tout cas, dans tous les cas, c'est une même méthodologie, j'allais dire, d'action qui se met en place. Le rôle des femmes est très important, parce que les partisans ne se baladent jamais avec des armes sur eux. Donc ce sont des femmes qui leur apportent estafettes, agents de liaison, moi je les appelle des combattantes comme les autres, mais en tout cas c'est elles qui planquent les armes, qui les apportent sur le lieu de l'action. En général, des bicyclettes ont été volées quelques jours ou quelques semaines avant pour préparer la fuite. Et puis voilà, c'est une guerre de partisans, c'est-à-dire qu'on est en tout petit groupe, très mobile, c'est la technique des gouttes de mercure, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire qu'on frappe très vite et surtout on se replie très vite, le plus vite possible, pour être insaisissable et se fondre dans la nature et dans le paysage pour échapper aux poursuites. C'est une guerre de partisans et en l'occurrence de guerriers urbains que mènent Rino et ses camarades. Alors là, on va aborder la double vie de Rino, le footballeur et le résistant, activiste. Alors Rino en juin 1943, donc déjà il est là en clandestinité depuis février, et depuis mai il est rentré dans le 3e détachement italien. Il est toujours footballeur. Donc, mais il est toujours footballeur. Alors, quel club Là il est au club de Thiers, à Thiers, en région parisienne, et en juin 1943 il est recruté par le Red Star. Et donc, à partir de septembre, il a sa licence du Red Star. Alors dans les archives familiales, on a eu la chance, et je ne sais pas si Chantal Della Negra est arrivée, mais elle nous avait annoncé qu'elle viendrait. Dans la famille, on a récupéré tout ce que la maman de Rino Della Negra avait conservé, je dirais conservé pieusement, parce qu'il y avait un culte pour son jeune fils mort à 20 ans. Elle avait gardé toutes les licences, et on a la licence du Red Star. Il n'y a pas la photo de Rino, parce que la pauvre, elle était obligée de retirer les photos quand elle faisait tous les dossiers pour avoir des droits, etc. après-guerre, parce que ça n'a pas été simple pour la plupart des combattants FTP, MOI. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on est en guerre froide après 1947, et souvent on demande des papiers, on demande des choses comme ça. Mais passons et revenons sur la question. En septembre 1943, il joue au Red Star. Il a déjà commencé le championnat. Il a commencé le championnat et il a plus joué d'ailleurs en Coupe de France qu'en championnat. C'est assez intéressant parce que les matchs, les feuilles de match sur lesquelles il est, c'est pas par les archives du Red Star qu'on a trouvé ça, mais c'est comme l'a expliqué Dimitri, sur la presse. Parce qu'on a la chance en France d'avoir la BNF, Gallica et Retro News qui ont numérisé, qui ont mis en ligne l'ensemble de la presse quotidienne ou régionale ou sportive. Alors dans l'Auto, qui était un journal collaborationniste sur la période, et bien on retrouve Rino et on retrouve les feuilles de match, et puis toujours présenté comme un très bon joueur, etc. Mais ce qui montre que là, il y a un petit truc qui ne va pas, parce qu'il était réfractaire au STO, il était recherché par la police comme réfractaire au STO, et pourtant il jouait avec sa vraie identité. Des fois, au culot au maximum, ça fonctionnait. Et ça a tellement bien fonctionné que tout en jouant là, il commettait ses attentats, il commettait ses actions. Alors ça a été dit, c'était les femmes qui amenaient les armes, et pour lui c'était Inès Sacchetti qui amenait les armes avant chaque action. Et puis après, elle les ramenait. Et on peut évoquer aussi, bien sûr, dans ce monde, des femmes, Golda Manchik, qui, elle, avait loué 3 appartements à Paris dans lesquels il y avait toutes les armes des FTP et MOI de la région parisienne. Et lorsqu'il tombe en novembre 1943, l'action qu'il menait, c'était le 12 novembre, c'était une action pour récupérer de l'argent auprès de convoyeurs de fonds allemands. Et en plus, c'est une action qui a eu lieu à 13h30, entre midi et 2, en plein jour. C'était pas une action de nuit, c'était pas une action comme souvent on les représente dans les films, ou de manière romancée, etc. C'était en plein jour, par effet de surprise. Sauf que ce jour-là, la surprise n'était pas là. Alors l'arrestation, les conditions
arrestations et ensuite les suites, le procès, l'exécution. Tout va très vite après. Ouais, tout va très vite. Alors, on va aussi répondre très vite. Le 12 novembre 1943, donc Robert Vicic et Rino Della Negra attaquent des convoyeurs de fonds de l'armée allemande. La police française est là, des soldats allemands aussi. Rino et Robert tentent de s'échapper, mais Rino est blessé dans sa fuite. Il est blessé dans le bas du dos par des tirs des policiers français. Et c'est donc la police française qui l'arrête alors qu'il tente de se réfugier dans un immeuble et qu'il est déjà blessé. Donc, contrairement à l'ensemble de ses autres camarades, Rino n'est pas amené au dépôt puis en prison. Il est amené à l'hôpital. Un hôpital où il sera à la fois soigné et à la fois interrogé, avec tout ce que ça veut dire, avec tout ce que ce terme implique pour les partisans armés à l'époque. Interrogé d'abord par la police française, puis par le ZIPO-SD, par la SS, auquel il est livré par la police française. Et ensuite, une fois, rétabli de ses blessures diverses et variées, il va être amené à la prison de Fresnes, avec le reste de ses camarades, de ce qu'on a appelé ensuite le groupe Manouchian. Et pour les Allemands, c'était donc, et là je vais laisser la parole à Jean, c'était donc l'occasion de monter un procès et un coup de com' de propagande autour de ces arrestations, parce que au moment où Rino tombe, c'est l'aboutissement de la troisième grande traque menée par les brigades spéciales de la police française qui font tomber l'essentiel des effectifs combattants des FTP-MOI en région parisienne. D'accord, alors justement, on voudrait savoir comment on articule l'arrestation et l'activisme de Rino avec le groupe Manouchian. Alors, dans quel cadre ça se passe? Voilà, ce cadre, et ça a été rappelé par Dimitri, il ne faut jamais perdre de vue que l'armée allemande, elle subit ses actions, elle subit depuis 1943, même 1942. Il ne faut jamais perdre de vue qu'entre 1942 et 1943, c'est plus de 200 actions qu'ont mené les FTP-MOI sur Paris, une tous les 2 jours quasiment, donc c'était intense. Alors peut-être pas un succès militaire. Pour apprendre qu'il y avait des représailles, c'était pas gratuit, il fallait un certain courage. Ouais, c'était pas gratuit parce qu'il y avait la politique des otages un temps, il y avait tous ces enjeux de répression, et puis surtout, c'est qu'ils réussissent à quelque chose de. Aujourd'hui, ça paraît impensable, mais ils ont réussi, ils exécutent Julius Ritter, qui est un des hauts dignitaires nazis des SS, qui organisait le service du travail obligatoire en France. C'est-à-dire celui qui avait organisé toute la transportation des jeunes Français pour aller travailler en Allemagne, c'est le 28 septembre. Donc 28 septembre 1943, là, c'est pas possible. Il faut taper un grand coup. Et les brigades spéciales qui avaient été faites pour ça, la police française qui travaillait pour ça, sous les ordres de Bousquet, eh bien, elle les avait quand même repérés, ces résistants. Marcel Reimann était repéré depuis juillet 1943. Depuis le 23 septembre 1943, Manouchian était repéré. Et ils tombent tous en novembre. On les arrête parce qu'il faut les avoir, comme on disait à l'époque, logés. C'est-à-dire, on savait où ils habitaient et on avait leurs habitudes. Et la police française, elle a fait quelque chose que la police allemande ne savait pas faire, c'est la filature. Donc chacun a un surnom du groupe dit Manouchian. Manouchian, c'est Bourg, parce qu'il a été repéré à Pont-la-Reine. Boxhoff, c'est Ivry, parce qu'il a été repéré à Ivry. Le jeune lycéen Thomas Elec, c'est Mouffetard, parce qu'il avait été repéré rue Mouffetard. Et on peut prendre tous les noms de lieux où c'était repéré. Pour les femmes, c'était différent. C'était plutôt sur des aspects physiques ou de couleur de cheveux, la rousse, la blonde, enfin, un peu même, on pourrait dire quasiment sexiste aujourd'hui, vu les codes qu'utilisait la police française. Mais le seul à ne pas être repéré, c'est Rino Della Negra. Et c'est ça le paradoxe. Parce que quand on prend toutes les fiches policières qui sont aujourd'hui aux archives de la préfecture de police, c'est ouvert, c'est au Pré Saint-Gervais, vous pouvez y aller, et bien qu'on prend toutes les fiches de tous ceux dits du groupe Manouchian, il y a 3 pages quasiment d'actions qu'ils ont commises. Et puis pour Rino, il y a juste marqué est tombé le 12 novembre dans l'attaque du convoyeur de fonds, a volé une bicyclette, avait une fausse carte d'identité, avait un revolver sur lui et a participé et était réfractaire au STO. C'est tout ce qu'il y a sur lui.
Et Robert Vichitz, qui est arrêté en même temps que lui, eh bien, on a un renvoi à au moins 10-15 actions. Ce qui veut dire que paradoxalement, Rino, qui jouait au foot avec sa vraie identité, et en public, etc., eh bien, c'était celui qui n'était pas repéré des FTP-MOI et du 3e détachement italien. Mais dans ces arrestations, j'y vais aller vite, mais on pense aux 23, bien sûr, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a eu 68 personnes arrêtées en même temps. Ce n'est pas un coup de filet simplement sur les combattants, mais c'est un coup de filet sur toute l'organisation. Et 68 qui sont arrêtés, eh bien les 45 autres, que sont-ils devenus? Et je dirais presque, que sont-elles devenues? Parce que majoritairement, c'était des femmes. C'était des femmes qui les logeaient, qui les nourrissaient, qui amenaient les armes, qui faisaient les faux papiers, bref, c'était toute l'organisation de la résistance. Eh bien, ils sont comme les partisans remis aux Allemands par la police française fin novembre 1943 et début décembre 1943, avec un rapport qui fait froid dans le dos, signé par la police française, tant son français arien, tant son français juif, tant son étranger arien, tant son étranger juif. Donc on a très bien compris ce qu'il y a derrière. Pour tous, c'est la déportation Dachau, Buchenwald et essentiellement Auschwitz, parce que c'était des femmes juives communistes. 10 d'entre elles ne reviennent pas d'Auschwitz. Donc voilà un petit peu la chute, en quelque sorte, et comment ça se joue à la fin. Il y a le procès, on y reviendra. On y arrive alors au procès. Oui. Sur le procès, oui, de toute façon, vous connaissez toutes et tous l'affiche rouge. Et on va peut-être partir de ça, c'est-à-dire cet objet de propagande nazi qui, par un retournement du stigmate, comme ça arrive souvent, est devenu un symbole de la résistance et notamment de la part prise par les étrangers et la résistance communiste dans la libération. Donc cette affiche, elle participe d'une énorme opération de communication, de propagande, menée par les nazis et leurs collaborateurs locaux, à savoir utiliser cette prise. Alors je rappelle qu'on est en 44, début 44, donc si vous voulez, à ce moment-là, l'ambiance générale, l'atmosphère politique liée à la tournure de la guerre a complètement changé par rapport à Stalingrad. On est après Stalingrad qui, rappelons-le, est un tournant à la fois très concret et à la fois symbolique, central. Et après la victoire, excusez-moi, ça c'est les clopes et la bière d'hier soir. Après la victoire de Stalingrad, la victoire soviétique à Stalingrad, le mythe de l'invincibilité de l'armée allemande, des nazis, etc. est brisé, c'est le début d'une contre-offensive. Il y a également le débarquement allié en Afrique du Nord, il y a ensuite le débarquement allié en Sicile, oui, en Corse, il y a la libération de la Corse en 1943, premier département français libéré, etc., etc. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle, faute de trouver un meilleur terme, l'opinion publique, il y a une vraie bascule aussi qui se crée. Et c'est pour ça aussi que cette opération de communication a lieu. C'est parce qu'il faut que les nazis réaffirment aussi leur autorité, enfin tentent de réaffirmer leur autorité sur une opinion publique de plus en plus hostile. Et ça ne va pas marcher, mais en tout cas c'est ce qui explique leur démarche. Tu me prends en photo? Ok. Opération de communication aussi, vous voyez. Et donc à ce moment-là, c'est un procès qui se tient à huis clos, contrairement à d'autres procès-spectacles, notamment celui de la Maison de la Chimie en 1942, où des jeunes communistes résistants avaient été, j'allais dire, les premiers à être mis sous les feux de la rampe d'un procès-spectacle nazi en France. Là, c'est un procès qui a lieu à huis clos, mais où tous les éléments de langage sont savamment distillés par les nazis dans la presse collabo de l'époque qui les reprend tel quel, alors parfois en faisant du zèle, en disant encore plus. L'objectif, c'est quoi? C'est de criminaliser la résistance. Et la criminaliser, ça veut dire aussi la dépolitiser. C'est-à-dire que la résistance, parce que vous avez l'affiche rouge, mais vous avez aussi des films et vous avez une brochure, un tract qui accompagne cette affiche rouge. Moi, je vous invite à lire ce tract. C'est une lecture très dure, très difficile,
mais ça vous donne un très bon aperçu de la vision du monde des nazis. C'est-à-dire que pour eux, eux se battent, et là je mets des guillemets à tout ce que je dis bien entendu, mais eux se battent contre le complot juif, le communisme étant le dernier avatar en date de ce complot, et eux mènent une lutte millénaire contre la race juive. Et donc ces résistants sont présentés grosso modo dans deux catégories. En fait, il y a les manipulateurs, les chefs, et les manipulés. Et Rino tombe dans cette deuxième catégorie. On tente de faire passer Rino Della Negra, là encore, hein, criminalisation et dépolitisation, on tente de le faire passer comme un jeune un peu paumé. Voilà, un jeune un peu perdu, qui aimait que le foot dans la vie, et c'est parce qu'il aimait le foot qu'il a refusé le STO, et c'est parce qu'il voulait continuer à jouer au foot qu'il a rejoint la résistance et qu'il a accepté de tuer des soldats allemands pour 2000 francs par mois. Bon, c'est évidemment complètement absurde, mais ça montre ce que tentent de faire passer les nazis à travers ces représentations des différents combattantes et combattants. Donc des étrangers, des juifs, des communistes, contre lesquels l'Europe nouvelle doit lutter. Voilà comment on tente de les présenter. Avec Jean, on a eu beaucoup de chance et beaucoup d'émotion de trouver une des rares archives inédites de ce procès, qui était en France, au service historique de la Défense à Vincennes. On était allé regarder les dossiers des résistants, on est tombé sur un dossier procès Manouchian, et à l'intérieur, on tombe sur une archive du procès qui depuis a été reproduite à la fois dans notre livre et puis en d'autres lieux, et c'est tant mieux. Et je termine juste là-dessus, on retrouve sur cette archive la liste non seulement des partisans avec mention J pour juifs et K pour communistes, mais on a aussi leurs avocats commis d'office, on a la liste des noms, et puis on a la liste des juges. Je me rappelle, le juge était allemand. Le juge, bien sûr, c'est l'armée allemande, c'est un tribunal militaire allemand qui les juge, c'est des gradés de la SS qui les jugent, et ces juges-là, on s'est entre guillemets amusé à essayer de retrouver leur parcours. Bon, bah, c'est des gens qui étaient donc colonels dans la SS pendant la guerre et qui ont fini leur vie tranquillement dans leur lit dans les années 70 en République fédérale d'Allemagne. Voilà. Mais ça en dit beaucoup, ça montre aussi, juste parenthèse pour conclure, que même si un événement pense être connu et déjà travaillé, ça vaut toujours la peine de fouiller dans les archives et d'essayer de trouver des nouvelles choses. Je m'arrête là pour la partie procès affiche rouge. Alors, juste... Quand on dira qu'on va lui laisser la parole comme au club et sur l'événement d'un club, mais juste un petit mot sur le procès encore, une petite chose. De toute façon, tous, c'était connu, ils allaient être fusillés parce qu'ils étaient considérés comme francs-tireurs. Donc il n'y avait pas de, comment dirais-je, d'issue inconnue. L'autre aspect que Dimitri a dit, c'est quand même la présentation du complot judéo-bolchevique. En revanche, dans l'opinion, ça ne fonctionne pas, puisqu'on sait très bien que cette affiche elle peut être déchirée, lacérée, et qu'on rajoute déjà à l'époque mort pour la France. D'ailleurs, tous n'ont pas eu après-guerre le mort pour la France. Le premier d'entre eux sur l'affiche, le premier médaillon, Grivach, c'est qu'en février 2023 seulement qu'il était reconnu mort pour la France. Rino, c'est dans les années 1950. Mais voilà, des fois, on laisse du temps pour ces choses-là. Rapidement, la sentence, l'exécution et puis la postérité. Alors, le procès, il commence le 15 février 1944. Il dure peut-être jusqu'au 18 février, si c'est possible. Il y a différentes hypothèses sur le sujet, mais bon, peu importe. Et ils sont fusillés le 21 février au Mont-Valérien, dont sur elle, on ne revient pas, puisque avec la panthéonisation, vous avez quand même eu l'essentiel qui a été présenté, et ils sont tous enterrés au cimetière d'Ivry. En revanche, concernant Rino, et c'est ça qui est important, c'est que la maman et le papa, ne sachant pas que leur fils faisait de la résistance, ils reçoivent la dernière lettre de Rino, comme tous ceux qui envoient leur lettre avant d'être fusillés, ils apprennent qu'ils faisaient de la résistance. Et ils apprennent que leur fils va être fusillé. Donc, bon, bien sûr, ils savaient qu'il avait été arrêté, mais ils ne savaient pas tout ce qu'il faisait. Et la condamnation, ils n'avaient pas envisagé cet aspect-là. La condamnation à mort, ils ne l'avaient pas envisagé. Donc on voit le traumatisme dans lequel ils peuvent être. Le jeune frère reçoit une lettre qui fait les adieux au Red Star et à tout le monde, et puis prenez une cuite
en pensant à moi, c'est-à-dire on voit un jeune de 20 ans qui avait la vie devant lui et qui a une vision de la sociabilité, de la joie de vivre, et ça c'est émouvant. Donc il faut garder ça sur ces aspects. Mais la maman réussit à ce qu'en novembre 1944, le corps soit déplacé d'Ivry pour être enterré à Argenteuil. Et là, il y a un enterrement grandiose, important, où il est suivi par un cortège immense, et il y a le salut militaire des Garibaldiens. Bon, il y a toute cette mise en place, et d'une mémoire très vite à Argenteuil, d'une mémoire aussi avec la FSGT. Donc il y aura une coupe Rino Della Negra, et ça va faire la transition avec le Red Star, jusqu'à la reprise au cinéma, et on a la chance d'avoir dans la salle M. Bruno Labrasca, qui a joué Rino Della Negra dans le film de Cassanti. Eh bien, c'est tous ces enjeux aussi d'une mémoire qui ne disparaît pas. J'y vais encore sur la mémoire. Alors sur la panthéonisation, deux choses. Le nom de Rino Della Negra est gravé avec les noms de tous ceux qui faisaient partie du groupe Manouchian, avec en plus le chef des FTP de la région parisienne, Joseph Epstein, qui venait lui aussi de la MOI, qui venait aussi des brigades internationales, mais qui était le chef de tous les FTP de la région parisienne. Donc ça, c'est effectivement important, et c'est la reconnaissance, certes tardive, mais reconnaissance. Ouais, et pour conclure, donc, ce qui nous a donné, nous, l'occasion, l'opportunité et l'envie d'écrire un livre sur Rino Della Negra, c'est le fait que sa figure et son histoire, parfois aussi sa légende, soient mises en avant depuis le début des années 2000 par les supporters du Red Star. C'est ça qui a fait le lien, si vous voulez, et la connexion entre une culture footballistique de tribune et le monde de la recherche académique en histoire. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Alors on va faire intervenir notre ami Paul Toucassou, responsable de la communication du Red Star. Alors Paul, est-ce que tu peux nous raconter comment le club a transmis la mémoire de Rino à travers l'histoire officielle du club, les officiels, les supporters, les commémorations, différentes actions qui ont été menées ou qui sont menées au quotidien. Et exactement, comme vient de le dire très justement Dimitri, la figure de Rino Della Negra a été portée par la tribune qui portera demain d'ailleurs son nom dans le nouveau stade. Et Dimitri, qui est un habitué de la tribune Rino Della Negra, a toujours porté ce message de cette figure et de cette histoire qu'on vient de découvrir, qui est assez fantastique. Et nous, au niveau du club, et je vous ai distribué tout à l'heure merci Chérif, un petit fascicule. C'est un programme qu'on avait lancé sur la saison 2020-2021 autour donc, du maillot du Red Star qui était porté par l'équipe première. Et en fait, comme on vient de le voir très justement avec l'histoire de Rino Della Negra, l'histoire du Red Star, en fait, elle épouse la grande histoire de France. Et il y a pas mal de joueurs passés par le club, notamment pendant la Première Guerre mondiale, Eugène Maes par exemple, qui a été un grand joueur de l'équipe de France, qui est également mort au front pendant la Première Guerre. Et voilà, en fait, en s'attachant à l'histoire du Red Star et en plongeant dans les archives, on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait beaucoup de figures, beaucoup de personnages qui avaient marqué l'histoire du club, mais qui également avaient vécu les grands moments de notre histoire. Et c'est ce que raconte le petit fascicule que je vous ai distribué. On a associé en fait à chaque fois une figure historique avec un grand moment de l'histoire de France. Sur les années plus modernes, il y a un exemple qui est un petit peu, une figure qui est un peu moins historique par exemple, qui s'appelle Hamidou Séné, qui est un jeune joueur du club et qui était à côté de sa jeune carrière de footballeur, rappeur par exemple. Et on est sur un territoire dans le 93 qui est le plus jeune de France, le plus pauvre aussi. Et au Red Star, on a un programme en fait, qui s'appelle le Red Star Lab et qui en fait a pour vocation auprès de nos jeunes de leur faire découvrir d'autres univers. Tous les jeunes qu'on a, on a 1000 licenciés aujourd'hui au Red Star et ils rêvent tous de devenir footballeurs professionnels. La réalité, c'est que les élus, il y en a très peu. Et que du coup, depuis 15 ans, en fait, il y a ce programme-là qui s'appelle donc le Red Star Lab pour laboratoire et qui a pour vocation, en fait, tout simplement de montrer à cette jeunesse qu'il y a d'autres choses qui est possible. Le football est une voie, l'éducation nationale, les études en sont évidemment une. Mais à côté, si à un moment donné, le club
qui accueille ces jeunes 4-5 fois par semaine, peut leur montrer un atelier, par exemple, on monte un atelier d'architecture, leur faire découvrir le métier d'architecte. On a fait un atelier l'année dernière avec un bottier qui est à Pantin, et les gamins du club ont fabriqué une paire de crampons en cuir. Donc voilà, on organise comme ça pendant les vacances scolaires plein d'ateliers. Et à terme, pour parler un petit peu plus de l'histoire actuelle du club, l'idée c'est dans le centre de formation de demain de pouvoir avoir ce troisième pilier de l'accompagnement qui est dispensé à nos jeunes, en plus du foot, en plus de l'éducation nationale, ce programme culturel, artistique, pour tout simplement accompagner nos jeunes qui, on le sait déjà, ne réussiront pas tous à être footballeurs. Je voulais poser une question, c'est un peu comme ce qui se passe dans des clubs comme Saint-Etienne ou Lens, où on entretient la mémoire ouvrière. Est-ce que au Red Star, les nouveaux arrivants, je suppose que ceux qui sont formés au club, je suppose que oui, mais par exemple pour les nouveaux arrivants qui viennent d'autres coins de France, d'autres coins du monde, est-ce qu'on les introduit aussi à cette mémoire des grands noms comme Rino, comme d'autres? Effectivement, on a un petit livre blanc, alors qu'il y a une couverture verte parce qu'on est Red Star, mais qui raconte l'histoire du club. Les grands moments, on en a parlé tout à l'heure, 5 Coupes de France dans les années 20, puis la dernière en 1942. Les grandes figures qui ont marqué l'histoire du club, Eugène Maes, Rino de la Negra, Dimitri parlait tout à l'heure du Dr Bauer, qui a également un destin étroitement lié à celui du Red Star, en tout cas plutôt qui a donné le nom du stade dans lequel on joue aujourd'hui. Pour la petite anecdote, Dimitri le disait aussi tout à l'heure, le stade s'appelle Stade de Paris, alors qu'il n'est pas situé à Paris, et ce nom-là va rester jusque... Le nom officiel, il y a encore 3-4 ans, avant la vente du stade, le stade s'appelait encore officiellement Stade de Paris, et ça fait que 3 ans qu'il est officiellement dénommé Stade Bauer. Mais oui, donc effectivement, on a ce devoir de transmission auprès des jeunes. Par exemple, le 21 février dernier, on a emmené une délégation des jeunes du club, filles et garçons, qui avaient 20 ans, donc l'âge de Rino lorsqu'il est mort, au Mont-Valérien, tout simplement pour leur raconter cette histoire, parce que quand on arrive au Red Star, c'est un club qui est quand même très à part, et dans le modèle dont je vous parlais, c'est-à-dire celui d'un centre de formation, alors là on va rentrer dans des détails un peu techniques, on n'a pas la possibilité en fait aujourd'hui de garder les jeunes, on ne peut pas les contractualiser, parce qu'on n'a pas ce statut-là de centre de formation. Si demain on monte en Ligue 2, que le club se maintient, on pourra demander cet agrément auprès de la fédération qui nous permettra en fait d'être au même niveau que les clubs que vous connaissez en Ligue 1, en Ligue 2, qui ont la possibilité dès 15 ans de proposer un contrat, alors un peu différent d'un contrat de travail traditionnel, mais dans les faits c'est un contrat qui assure une pérennité aux jeunes, et donc de pouvoir en fait garder les jeunes chez nous. Et on croit à un modèle où si le jeune a ce sentiment d'appartenance très fort envers son club, ça en fait de lui un meilleur joueur. Si on prend les plus grands centres de formation et l'histoire récente, si on s'attache par exemple à un exemple Lyon, mais exactement, mais j'allais citer l'Ajax Amsterdam qui il y a 2-3 ans fait une finale de Ligue des Champions avec 5-6 joueurs titulaires qui sont formés au club. Et ils avaient sorti un film avec les jeunes du club, donc De Ligt, Van de Beek, etc., à 15-16 ans, et qui disent à 15-16 ans, mon rêve c'est de jouer la Ligue des Champions avec l'Ajax. Et on croit à ce modèle-là d'un club qui va pouvoir garder ces jeunes, des jeunes qui sont bons, parce qu'on est sur un territoire qui a un vivier exceptionnel en termes de formation footballistique. On a tous en tête le dernier en date, Kylian Mbappé, qui vient du 93. Peut-être que si on avait eu un centre de formation, Kylian Mbappé aurait fait 1 an, 2 ans, 3 ans au Red Star, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on pense vraiment que voilà, plus le joueur va être intimement lié à son club, plus le dépassement de soi sera important quand il sera sur le terrain. Donc voilà, c'est le projet du Red Star aujourd'hui. On a passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à avoir cette problématique liée au Stade Bauer. Aujourd'hui, le stade est en pleine rénovation. On est passé de 2600 places à 4600 places depuis janvier. Je vous propose à tous, pour ceux qui ne sont jamais allés voir un match du Red Star, de venir, surtout sur cette fin de saison qui s'annonce palpitante, parce qu'on est premier du championnat et qu'on vise donc ce retour en Ligue 2 avec cet énorme changement, parce que le Red Star pourra enfin jouer dans son stade à Bauer en Ligue 2, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Très bien, on va remercier notre intervenant, Jean et Dimitri.
première partie, c'était à Pino,